Bonjour Fawzia Cherfi. Bonjour. Vous êtes ici à plus d'un titre, mais on va commencer par ce nom, Henri Lafontaine. Je ne sais pas s'il a traversé la Méditerranée, ce nom. À vrai dire, je ne pense pas. Mais moi, dès que j'ai découvert Henri Lafontaine et l'humanisme engagé, là, j'étais vraiment séduite par cet esprit pour la culture, pour la solidarité, pour l'international, en fait. Et ça, c'est vraiment une personnalité que je vais continuer à découvrir. Vous êtes physicienne, professeure d'université, femme politique. Est-ce qu'à un certain moment, la politique aurait pu vous kidnapper pour faire toute une carrière? Non, jamais. Ma vie, ça a été l'enseignement et la transmission du savoir, l'engagement aussi, le contact avec les jeunes. Ça m'a nourri vraiment au cours de ma très longue carrière d'enseignant. Qu'est-ce qui vous a convaincu alors un jour de devenir secrétaire d'État à l'enseignement supérieur? J'ai pas hésité une seule seconde parce que il m'a semblé que voilà, on était dans un moment de grand changement. 2011. 2011, janvier 2011, le 16 janvier 2011, j'ai été contactée et j'ai travaillé avec enthousiasme. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que mon bureau de secrétaire d'État était une sorte de QG où on recevait, où on étudiait toutes les demandes. Et mes collègues universitaires sont venus m'aider en tant que bénévole. Ça a été vraiment magnifique. Ce jasmin, on y a beaucoup réfléchi. On a cru que son parfum allait totalement irradier immédiatement. Il en reste quelques effluves, mais il a été un peu abîmé au passage. Je pense que très vite, on n'avait pas pris le chemin qui aurait pu nous mener au changement. Parce que, vous savez, on parle de démocratie, on parle de liberté. Moi, je suis rentrée en politique, entre guillemets, dans le militantisme, début des années 60. Déjà, début des années 60, quelques années après l'indépendance, la liberté nous était déjà confisquée. Et ça, c'est un travail très long pour avancer. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments en Tunisie où nous avons eu plus de liberté que d'autres moments. Mais cette construction est quand même très longue. Lorsque je pense à l'université, que je vois les universités européennes, et nous, l'université tunisienne a été créée en 1958. Elle n'a même pas un siècle. Donc, penser qu'on allait faire aussi vite une transition politique dans des circonstances où ceux qui étaient les victimes du régime de Ben Ali, les plus grandes victimes, moi aussi j'ai été remerciée de l'université en 2002, donc j'ai été une victime et je n'ai pas subi les conséquences que d'autres ont subies. Malheureusement, c'était les défenseurs, non pas de la liberté, mais de l'obscurantisme. Et c'est ça toute la difficulté. Il y a eu une phase de laïcité officielle, post-indépendance. Il y a une phase qui traverse le Maghreb et le Machrek, de retour, on va en parler, de l'islam et de l'islamisme. Les libertés n'ont pas fleuri formellement sous l'un et sont bridées sous l'autre. Comment faire mieux? Comment faire mieux? D'abord par l'éducation, en expliquant aussi qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que le respect de l'autre. Vous savez, lorsqu'on voit ce qu'a été très vite l'école tunisienne, début des années 70, sous le régime d'un moderniste, Bourguiba, qui voulait se débarrasser des doctes références, comme il disait.
Eh bien déjà, début des années 70, l'école publique tunisienne était menacée par le dogmatisme, était menacée par le conservatisme, l'image des femmes à l'école, l'histoire. Déjà, l'histoire commençait à être tronquée. Vous voyez, même l'histoire de la Tunisie, alors que voilà, on venait d'être indépendant et on aurait pu effectivement valoriser d'abord l'histoire ancienne. Alors c'est vrai que Bourguiba faisait référence à Jugurtha. Il disait « je suis un Jugurtha qui a réussi ». C'est bien connu. Mais il n'a jamais vraiment valorisé l'histoire du pays. Sa manière de dire « oui, les Tunisiens, c'était une poussière d'individus ». Non, il fallait dire autre chose. La Tunisie, c'est une vieille histoire qui s'inscrit dans la Méditerranée. Vous voyez, cette position de la Tunisie comme ça, hein, toute fière d'être là, dans cette mer extraordinaire de culture. Ça, on ne l'a pas cultivé. Donc, vous voyez, c'est vrai que janvier 2011, on avait l'espoir de réaliser beaucoup de choses. Mais je pense que on ne s'est pas donné tous les moyens et de toute façon, c'est un travail sur le long terme. Moi, je ne suis pas pessimiste en disant cela, mais je crois profondément que la liberté, il faut travailler cette idée de liberté. C'est quoi la liberté d'expression? C'est quoi l'information? Parce que l'information était complètement bridée, que ce soit du temps de Bourguiba ou de Ben Ali. Bon, on a eu quelques journaux d'expression libre. Je me rappelle d'un journal extraordinaire qui s'appelait Le Phare. Mais c'est vrai, il y a comme ça quelques moments, mais très courts. Donc, croire qu'en rédigeant une nouvelle constitution, on allait vraiment révolutionner tout le pays, non. Par contre, ce qui a été extraordinaire et qui l'est encore aujourd'hui, c'est la société civile et la jeunesse tunisienne. Et moi, c'est ça mon espoir. Les jeunes en Tunisie, il faut chercher à mieux les connaître. C'est vrai, certains souffrent du chômage, certains veulent quitter le pays à tout prix, mais il y a une jeunesse formidable qui a envie d'une autre Tunisie, qui a envie d'une autre forme de tourisme, qui a envie d'une autre forme d'agriculture, d'une autre forme d'urbanisme aussi. Cette jeunesse, il faut lui donner encore plus de moyens pour l'avoir. On a vécu ces derniers mois, voire dernière année, au Maroc, le mouvement du Hirak avec une jeunesse très présente en Algérie. Oui. Et puis au Maroc, on a vu des tentatives d'émergence tout à fait. Difficiles. On a vu cette jeunesse en Tunisie aller jusqu'au sacrifice à certains moments. Pourquoi est-ce que dans une société où il y a tellement de jeunes, la proportion de jeunes sur l'autre rive de la Méditerranée est énorme, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à leur faire confiance ? Je reviens sur le mot conservatisme. Vous savez, la Tunisie est un pays un peu à part dans le monde arabe. On a quand même... Les femmes sont partout, elles travaillent, elles sont actives, elles sont battantes. On les a vues défendre les acquis du Code de la famille. On les a vues aussi revendiquer plus que ces acquis-là, revendiquer l'égalité successorale, et c'est un combat. On a vu aussi ces femmes réaliser quand même une loi pour la défense et pour défendre les femmes, pour les protéger de la violence. Tout ça, ça existe. Mais encore une fois, je pense que c'est compliqué. Ne pas avoir de tradition, voyez. Je parle de l'université, encore. Ne pas avoir de tradition. Ne pas avoir aussi... les juristes savent très bien qu'un des combats qu'ils ont menés très tôt en Tunisie, c'est l'indépendance de la magistrature, parce que la magistrature était... Le pouvoir politique était là. Vous voyez, dans tous les secteurs, finalement, si on dévoile
ce regard, aujourd'hui libéré, on se rend compte que tout est à faire. L'indépendance, c'est vrai, nous a donné 2 points forts. L'éducation, c'est vrai, et ces jeunes, partout, sont scolarisés. Hein. Le taux de scolarité est extrêmement important en Tunisie. Et la santé. Mais, vous voyez, aujourd'hui, ces 2 secteurs sont fragilisés. L'éducation publique n'est plus ce qu'elle était. Et la santé, on l'a vu il y a quelques mois, malheureusement, nous avons fait face au Covid de manière douloureuse. Bon, aujourd'hui, on sent qu'il y a une reprise en main de cette crise sanitaire. Mais c'est trop complexe encore pour un pays qui n'a pas beaucoup de moyens. Et bon, la jeunesse représente la majorité de la population. Hein. C'est un pays jeune, finalement. C'est à la fois une potentialité, la jeunesse, mais c'est aussi un échec, si je vous entends bien. C'est un échec, oui, c'est un échec parce qu'on ne sait pas mobiliser d'abord pour pour ce principe d'égalité, en fait. C'est vrai que tous les enfants sont scolarisés. Mais vous voyez, l'ascenseur social a fonctionné les premières années d'indépendance. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. C'est pour ça que ces jeunes sont aussi... je comprends qu'ils en veulent à cette société qui ne s'est pas concentrée sur leurs revendications. Et la revendication essentielle en 2011, bien sûr, c'était la liberté, mais c'était la dignité. Il n'y a de dignité que dans le travail. Au point de vouloir, vous l'avez dit, quitter le pays, oui, pour venir vers, par exemple, l'autre rive, la nôtre, où pourtant l'ascenseur social ne fonctionne pas non plus. C'est vrai, mais il y a ce rêve d'imaginer que ces pays européens vont leur offrir une autre atmosphère que la nôtre. Ça reste présent. Ça reste présent, mais pas chez tous quand même. Hein. Je vis en Tunisie, je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui ont des projets extra et qui sont en train de réaliser des choses que l'État n'est pas en train de faire. Par exemple, tout ce qui est protection de l'environnement, tout ce qui est... Vous voyez, il y a quelques avancées, mais ces avancées sont beaucoup plus des avancées de la société que des réalisations de l'État. Fawzia Cherfi, si je ne prenais que les titres de vos livres et leurs années de parution, on relèverait en 2013 La science voilée, en 2017 Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui, et là, on va y venir évidemment, Islam et science. La question manifestement religieuse, dès 2013, 2 ans après ce grand espoir, émerge clairement dans votre... C'est presque une obsession, serais-je tenté de dire. Alors, c'est presque une obsession pour quelqu'un qui revendique la laïcité, oui. Et parce que, justement, je pense qu'on avait bien commencé en 1956 avec le Code du statut personnel, qui n'a plus comme référence la loi charaïque. Mais sur le plan, je disais tout à l'heure, déjà, les écoles, début des années 70, montraient cette empreinte religieuse. Et c'est ça qui m'a sensibilisée à la question. Déjà, lorsque j'ai vu à travers l'école publique que mes filles ont fréquenté, j'ai vu ces dérives à l'école. J'ai vu comment l'école est vraiment la tentation de l'obscurantisme. Et ça a été ma première prise de conscience que voilà, l'éducation, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment prêter toute l'attention. Et puis ensuite, fin des années 70, j'ai vu comment mes étudiants à la faculté des sciences avaient un autre regard sur la science. Et ça, c'était insupportable. Parce que ça n'était pas le cas au début des années 60, quand j'ai commencé à enseigner. Et donc, inévitablement, pour moi, quand même, le développement de la Tunisie passe par l'esprit scientifique, par la méthodologie scientifique, l'esprit rationnel.
Et donc, il fallait que je réagisse. Et mon premier article qui ne traitait pas de la physique des semi-conducteurs, je l'ai publié en 1993 et c'était sur l'islamisme et la science parce que voilà, j'étais sollicitée et je ne pouvais pas ne pas réfléchir à ces questions-là. Et depuis, c'est un combat, ça fait partie de mon combat pour les libertés. Il y a comme une espèce d'empreinte, de cachet de l'esprit totalitaire lorsque on s'en prend à la science. L'Union soviétique s'en prenait à la science. Il y avait une science soviétique et si l'on s'éloignait du dogme, il y avait un problème. Donc même l'athéisme militant soviétique pouvait éventuellement avoir cet aspect-là. Aujourd'hui, vous diriez que lorsque la science entre en conflit avec le Coran, c'est la science qui doit s'incliner ? Non. La science ne cherche pas à être en conflit avec le Coran. Ce sont les obscurantistes qui veulent absolument que la science soit en conflit, la science d'aujourd'hui. Et à leurs yeux, il faut qu'elle s'incline. Et à leurs yeux, bien sûr, il faut qu'elle s'incline. Et de toute façon, lorsqu'ils parlent de la science, c'est la science occidentale. Bon, et l'Occident est évidemment l'ennemi à battre. Parce que selon eux, le prophète aurait déjà tout anticipé, de Darwin jusqu'à la bombe. De Darwin, oui, pour certains, de Darwin jusqu'à la bombe, jusqu'au trou noir, jusqu'à la conquête spatiale. Donc, et cette tentation concordiste, finalement, c'est un véritable détournement des textes sacrés. Hein. C'est la science, entre guillemets, islamisée, ou c'est la coranisation de la science. Vous voyez, c'est une sorte de déformation qui est grave pour nos enfants. Est-ce qu'il y a des scientifiques qui marchent dans ce projet ? Il y a des scientifiques qui marchent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont séduits par cette vision parce qu'elle valorise en quelque sorte le monde dans lequel ils vivent. Et pour eux, plutôt que de se référer à la science, aux savants qui ont produit dans tous les domaines les premiers siècles de l'islam, au 8e, 9e, 10e siècle, eh bien, ils préfèrent invoquer ce concordisme musulman, disant que voilà, le prophète illettré avait déjà prévu toutes ces grandes découvertes. Mais, vous voyez, ce changement, en fait, a commencé il y a déjà assez longtemps. Hein. Il a commencé au début du XXe siècle. Mais avec Internet, en fait, il y a une sorte de banalisation de ce concordisme, de ces miracles scientifiques du Coran. Et lorsqu'on veut cliquer comme ça sur Internet et qu'on va mettre Coran et science, eh bien, on va trouver inévitablement l'Arjez Almi, c'est-à-dire les miracles scientifiques du Coran. Donc, pour les enfants, c'est quand même un très grave danger parce que ça les amène à avoir une vision, un double référentiel. Donc, faire cet amalgame entre le référentiel religieux et le référentiel scientifique. Et là, on ne peut pas être scientifique si on n'a pas l'esprit libre. On ne se limite pas à la Tunisie en parlant de ça. Il y a déjà des décennies que, par exemple, venant de Turquie, Harun Yahya produisait un immense dictionnaire encyclopédique créationniste. L'Atlas de la création, qu'il avait envoyé à toutes les écoles, à tous les professeurs en Europe, en France, en Belgique. Chez nous, les journalistes, oui, tout le monde. Oui, tout à fait, les journalistes. Et un pavé... énorme. 7 kilos, hein, je sais. Mais en fait, vous voyez que ce que propage Harun Yahya, c'est au-delà de la mise en cause de la science, c'est la haine de tout ce qui n'est pas musulman. Et ça, c'est ça qui est grave. Il avait prétendu, on peut voir ça sur Internet, que les attentats du 11 septembre, l'auteur des attentats du 11 septembre, c'est Darwin. On ne prête qu'aux riches. Oh, bien évidemment. Donc, il y a tout un développement avec la photo
des attentats, et puis la photo de Darwin. Vous voyez les associations, finalement. Hein, cette démonstration par l'image qui peut frapper des enfants. Parce que, bon, les enfants, il faut leur expliquer aussi quel sens ça a. Le titre exact du livre que vous venez de sortir chez Odile Jacob, c'est « L'islam et la science », sous-titre « En finir avec les compromis ». C'est un appel à l'insurrection ? Oui, c'est un appel à l'insurrection. Parce que, justement, vous me disiez tout à l'heure, mais ce concordisme musulman. Mais ce concordisme musulman, peut-être aussi qu'il vient de ce 19e siècle qui a été pourtant très intéressant. Le 19e siècle, c'est le siècle de la réforme musulmane. Et c'est vrai que les réformistes, pleins d'espoir et de retrouver la science, de sortir des ténèbres, comme ils disaient, n'ont pas eu, finalement, je ne dirais pas le courage, mais n'ont pas eu la force d'aller encore plus loin dans leur réflexion et d'opter pour la rupture. Est-ce que nous leur avons laissé le choix nous-mêmes, ici, de l'autre côté de la rive? Les avons probablement pas trop soutenus. Peut-être, c'est possible. Mais là, par exemple, je fais référence à un débat intellectuel parce que ce que nous avons perdu aujourd'hui, c'est cette culture du débat qui a existé au XIXe siècle. Bon, souvenez-vous, Ernest Renan et Avrani, c'est une dispute célèbre, mais il y a eu une autre dispute que je relate dans mon livre. C'est le Farah Anton, donc un réformiste arabe chrétien, et Mohamed Abdou, un réformiste arabe musulman. Mohamed Abdou, qui est pour la réforme de l'université de l'Azhar, qui est pour vraiment l'ouverture. C'est pour ça que je réagis. Mais, vous voyez, et Mohamed Abdou avait voyagé en France, en Angleterre, il avait même rencontré Spencer. Enfin, c'est très intéressant de voir cette ouverture des réformistes. Mais ils ont tellement été convaincus qu'il fallait revenir aux sources, revenir au début de cet islam, et que pour eux, si on avait quitté la science, c'est parce qu'on n'avait pas été fidèle à ce qu'est la vraie religion, vous voyez, que finalement, ils ont cherché des explications, des compromis. Et l'islam et la science sont des sœurs, ils vont ensemble. Ça n'est pas la même situation que l'Europe chrétienne qui a été obligée de faire la rupture entre l'Église et la science, parce qu'il y a eu ces procès, il y a eu ces condamnations. Mais tout cela, ça n'est pas arrivé dans le monde musulman. Mais moi, je leur ressors l'argument de Abd Selem, physicien et prix Nobel 1979, qui dit « Mais oui, il y a eu des persécutions en islam. Il y a eu l'interdiction de l'imprimerie. C'est une persécution fondamentale. » Donc, vous voyez que c'est ça, le début, ces compromis ont fait que on ne s'est pas, à chaque fois, on a avancé, mais on ne s'est pas donné la force de rompre avec... Voilà, alors, pourquoi l'imprimerie a été interdite au départ? Parce qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce nouveau mode d'impression, parce qu'on aurait pu faire des erreurs sur le texte coranique, etc. Donc, un peu comme lorsque la Chine aujourd'hui débranche Internet. Voilà, c'est ça. Pour en revenir, et encore pratiquement dans la dernière ligne droite, en terminer avec la jeunesse qui vous tient à cœur. On rappelle plusieurs décennies d'enseignantes au service de cette jeunesse pour lui apprendre les sciences, la physique en particulier. Son refus ou son embrigadement aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait le traduire comme la science est probablement occidentale et le Coran est notre identité? C'est peut-être un problème d'identité profond plus qu'un problème de foi ou non en la science? Oui, c'est un problème d'identité. C'est un problème d'identité. Pourquoi il n'existait pas pour nous
Pourquoi il n'a pas existé pour la génération de Bourguiba ou celle de mon père qui a fait des études en France, des études scientifiques? Parce que c'est ça, plutôt que, de se dire que on va apprendre, comme les réformistes du 19e siècle étaient décidés à avancer, mais ils n'avaient pas la culture scientifique pour aller plus loin, ou peut-être, voyez, avancer. Enfin, redites-moi la question, parce que là... Ces jeunes qui sont en quête d'identité? Oui. Et alors, ils sont en quête d'identité. Je voulais en venir, si je reviens au 19e siècle, c'est que après cette tentative de réformisme, c'est ce que j'explique aussi dans d'autres ouvrages que le dernier, vous voyez, ce qui s'est passé au début du XXe, c'est deux mouvements opposés, l'un pour la rupture, c'est Ali Abdelrazak, c'est Tal Haddad, donc l'émancipation des femmes, c'est la remise en cause du concept de califat qui n'a jamais vraiment, qui n'a pas existé en islam. Et de l'autre côté, ce mouvement des frères musulmans, 1928, pour qui l'ennemi, c'est l'Occident. L'ennemi, c'est l'héritage universel. Il n'y a pas d'héritage universel. C'est un danger. La philosophie, c'est un danger. Le recours à même tout cet héritage grec, etc., est remis en cause, vous voyez. Donc, finalement, on cherche à se détacher de tout ce patrimoine culturel et sous prétexte que, voilà, la seule idée valable, le seul credo, c'est bien sûr le texte coranique, et l'ennemi, c'est l'Occident. Donc vous voyez que la science, derrière tout ça, de toute façon, elle ne peut apparaître que sous un seul aspect, la science utile, la technoscience. Parce que celle-là, elle est à part. Celle-là, ils l'utilisent pour défendre justement leur anti-occidentalisme ou pour défendre cette version, en fait, d'un héritage qui doit se limiter à la science religieuse. De nos jours, sur la rive, on va dire, nord de la Méditerranée, mais de manière plus générale dans ce qu'on appelle la culture occidentale, on est en butte à des mouvements comme woke, cancel culture, intersectionnalité et bien d'autres mouvements encore de cette même nature. Nous doutons manifestement de nous-mêmes et on dit que si l'on n'exotise pas notre regard, on est raciste. Et donc, par exemple, c'est un grand tabou de s'en prendre aux frères musulmans sur cette rive-ci. Vous nous traitez quoi? De fous, d'idiots, d'aveugles? Moi, je dis, enfin, ce relativisme culturel m'offense. Parce qu'il ne me donne pas la force ou le droit, en quelque sorte, de revendiquer ce que je suis, c'est-à-dire de revendiquer l'universel, de revendiquer la raison, et je ne veux pas avoir en cadeau le droit à la différence. Je suis une femme libre, comme toutes les femmes de cette planète aimeraient être libres. Il n'y a pas de différence, donc c'est ça le problème. C'est que ces mouvements-là qui mettent en avant le droit à la différence, mon mari le disait déjà, Mohamed Sharfi, je me rappelle qu'il était invité dans une grande conférence comme ça, internationale, et il avait choisi comme sujet « non à la différence », parce que c'est un piège, finalement. Ça ne me rend pas libre de m'exprimer comme je l'entends et d'être, et de choisir les valeurs universelles, comme c'est mon choix depuis toujours. On va terminer en revenant à Henri Lafontaine avec son collègue et complice Paul Hotelet. Ils ont créé ce que nous appelons de nos jours le Mundaneum, qui se voulait être une forme d'encyclopédie
des savoirs mondiaux. Et ils avaient l'ambition de tout réunir, on a même appelé ça depuis l'Internet de papier. Ouais. Est-ce que nous avons commis l'erreur de ne pas suffisamment marier les héritages lumineux de nos cultures respectives? Les sources des Lumières se trouvent partout. Oui, la source des Lumières se trouve partout. Et effectivement, mieux connaître des savants comme Ibn Haytham, le père de l'optique, comme El-Jihad, un grand zoologiste, Ben Khaldoun, l'historien, Biruni, qui a tellement bien connu l'Inde, qui a mesuré le rayon de la Terre avec une précision étonnante, juste avec quelques notions de géométrie et en marchant un peu, comme il dit. C'est extraordinaire, mais c'est une histoire magnifique. Nous devons la partager. Alain de Ribera, qui est professeur au Collège de France, j'aime beaucoup son expression, l'héritage oublié. Il faut revenir à cet héritage oublié. C'est comme ça aussi qu'ensemble, on avancera. J'en suis convaincue. Si l'histoire et la vie vous avaient permis, in fine, Fawzia Charfi, de rencontrer Henri Lafontaine, qu'auriez-vous aimé lui dire? J'aurais aimé lui dire, alors ensemble, on va essayer de trouver quelques histoires communes, vous voyez, mais autour de la science. La science est merveilleuse quand même, c'est une belle histoire. C'est l'international. On va essayer d'aller chercher en Chine quelques belles histoires, à Bagdad au 8e siècle, et puis bon, peut-être aussi, sûrement en Afrique, dans ce Sahara, Taman Rasset, etc. Bon, voilà. Réécrire une autre, puis peut-être aussi une histoire poétique, pleine de liberté. Je suis sûre qu'il aurait été séduit. Merci beaucoup pour cet entretien, pour votre engagement aussi. Et puis, on retrouve évidemment Science et Islam, avec ce sous-titre, pour en finir avec les compromis. C'est chez Odile Jacob. Merci Fawzia Charfi. Merci beaucoup. Merci à vous tous.